Le Corbusier, dans la maison vit l'homme. Comment construit-on des maisons pour les gens heureux? Je m'y consacre depuis plus de 40 ans, passionnément. Si j'ai un petit titre à la reconnaissance publique, c'est d'avoir, dès que j'ai abordé le problème de l'architecture, j'ai eu le sentiment que le logis était le temple de la famille et qu'il y avait quelque chose de grand à tenter de ce côté-là, qu'il y avait là-dedans une grande part du bonheur humain. Et je ne sais pas pourquoi je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant, dans mes préoccupations, arriver à approcher la solution d'un tel problème que de m'occuper à faire de l'épicerie ou de la banque. Donc on a 2 couches de gris et l'anti-rouille. Et en dessous, on tombe direct sur le métal. Oui, mais pour moi, c'est des gris qui sont pas très anciens, quoi. On voyait ça sur les photos en blanc, d'ailleurs on le voit là en blanc, et le reste des garde-corps de tout l'appartement en noir. En foncé. En foncé, voilà. Non, mais c'est pas ici qu'on va voir le clair. Il y a d'autres photos sur lesquelles on a vu le... C'est blanc, là. Enfin, Ouais, c'est là, clair, le quoi. soleil, quoi. Ouais, mais là, c'est en plein soleil. Là, j'ai 3 couches. Mais 3 couches, même pour quelque chose des années 50, c'est pas du jusqu'en tout 60, grand-chose. il y avait la végétation. Hein. Personne s'est amusé à la repeindre. Le sujet des départs, c'était que c'est quand même l'appartement de Le Corbusier. C'est un appartement où il a vécu pendant près de 30 ans ou plus de 30 ans. C'est un appartement qui a beaucoup vécu, qui a été habité et donc qui a été beaucoup transformé pendant les années par Le Corbusier même. Pour nous, tout l'enjeu était justement de conserver toutes les strates, toutes les modifications que Le Corbusier a pu apporter à cet appartement. C'est un peu de l'archéologie, sauf qu'au lieu d'être de trouver des objets dans la terre, on est sur une accumulation de l'histoire, quoi. Mais le problème, c'est ici. Est-ce que ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met bien évidemment, l'espace blanc, on mettrait l'autre blanc. Est-ce qu'on mettrait celui-là ou est-ce qu'on enlève et on laisse... On essaye de voir sur la vidéo qu'il y a avec sa mère. Avec sa mère. Au départ, on s'est basé sur les documents d'archives et surtout sur les photos qui ont été prises au fil des années. Sauf que, bien sûr, la plupart de ces photos-là sont noir et blanc. Ce qu'on a fait, c'est que la restauratrice peinture, Marie-Odile Père, a fait des sondages pour identifier les différentes couches de peinture qui ont été mises en place depuis les années 34 jusqu'à aujourd'hui. On s'est tout de suite rendu compte qu'à partir du moment où il s'est installé dans l'appartement, donc en 34, jusqu'à 65, il continue à apporter des modifications, à changer, à rajouter, modifier les portes, modifier les serrureries. Après aussi lié à des problèmes sanitaires ou techniques, à des fuites ou autre chose, mais il continue à apporter des modifications. La première question qui s'est posée, c'est de savoir quel état de référence choisir. S'il fallait choisir le moment où Le Corbusier s'y est installé, en 1934, parce que pour beaucoup d'historiens de l'architecture, ce moment de son architecture puriste est l'origine, la source de la compréhension de ce lieu. D'autres écoles, d'autres approches tiennent compte de toute la stratification, de l'évolution d'un lieu. Et nous avons donc choisi le fait de revenir à 1965, l'état avant la mort de Le Corbusier, considérant que c'est un lieu que Le Corbusier avait construit mais transformé en permanence pour lui-même. La difficulté de cette opération, au niveau de la documentation, de la compréhension du projet et de l'exécution, est particulièrement élevée.
Les fenêtres, par exemple, elles ont été changées, certaines 3 fois. C'était de l'acier, puis ça a été du bois, puis ça a été de l'aluminium. Il y a des surfaces qui sont passées de surfaces transparentes à surfaces translucides. Alors, qu'est-ce qu'on témoigne, quoi? De quoi on témoigne? C'est ça qui est important. Quel est le choix que l'on fait? Est-ce qu'on démolit tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années et on revient vers un état d'origine? Ça paraissait peu raisonnable, quoi. Et surtout, on efface toute une série d'expérimentations qui ont été faites et qui sont extrêmement riches au niveau du témoignage et de la compréhension de l'homme, de sa démarche artistique. Voilà, ça c'est important. Dans une maison ordinaire, il y a 4 murs et quelques fenêtres. Dans la maison que vous habitez, il m'a semblé ne voir qu'un seul mur et rien que des fenêtres. Bien, c'est assez joli ce que vous me dites là. D'abord, dans la maison que j'habite, elle est en plein Paris, si vous voulez, mais on ne voit que du ciel et de la verdure. On voit le bois de Boulogne, on voit le Mont Valérien, Saint-Cloud, etc. Et mon jardin est au 8e étage avec de l'herbe et des arbres, du muguet au mois de mai, etc. C'est l'immense illusion des gens, c'est de vouloir avoir leur maison au sol où ne sont que les poussières, les bruits de la rue et les caca de chiens. L'œuvre de l'artiste, c'est précisément d'être devin, créateur, inventeur et metteur au point de toutes les ressources présentes dans le temps afin d'alléger la peine des hommes et surtout afin d'apporter ces facteurs essentiels qui sont la joie de vivre. Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, il est très clair. On a une ouverture maximum. C'est-à-dire une structure qui est réduite au minimum. Si vous regardez la façade, en fait, il y a un poteau porteur au milieu. Et on a une ouverture continue. C'est du verre, c'est des briques Nevada pour les parapets. Donc on a l'ouverture maximum. Les pavettes verts qu'utilise Le Corbusier, c'est des carreaux Nevada. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'ils sont posés jointivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joint entre les deux, ce qui laisse à lire comme un pan vitré dans le mur. Ce qui ramène encore plus de lumière. Donc là, il y en aurait une au milieu. Après, on passe sur la verticale. Et là, il n'y en a pas. On est d'accord. S'il y a une armature, ça Là, fait il y en a celui-là. une. Voilà. Oui. Quand il y a du métal, ça sonne. On souhaitait absolument conserver ces éléments d'origine, qui sont très fissurés, salis par la corrosion, par le calcaire, très abîmés. Mais il y avait vraiment un souhait de conserver ces éléments d'origine. On a procédé au comblement des parties qui étaient les plus dégradées et on a refait tous les joints à la chaux qui étaient entre les briques de verre. Et pour les panneaux de briques de verre qui n'étaient pas d'origine,
Nous avons fait refaire des briques Nevada avec les mêmes caractéristiques. Non seulement il y a l'ouverture des façades, mais il y a aussi l'ouverture vers le ciel. C'est l'ouverture sur l'horizon, ce rapport avec aussi le lointain. Ce sont des choses qu'il a déjà expérimentées ponctuellement dans d'autres projets, mais là, il en fait une véritable synthèse. Ça pourrait être un immeuble construit aujourd'hui avec toute cette lumière, des fenêtres, des grands espaces comme ici, l'atelier par exemple, mais également dans la salle à manger, le salon, tout ouvert et pas systématiquement des portes pour fermer les espaces. Donc je pense que ça correspond tout à fait à un espace actuel, mais il n'y a pas l'idée de confort que tu as aujourd'hui. Donc ça surprend effectivement les gens. Mais bon, il faut penser qu'il y avait un chauffage central, une électricité, des sanitaires et de l'eau chaude dans la salle de bain, dans la chambre. C'était quand même une cuisine équipée, aménagée. C'est assez exceptionnel, si on pense qu'on est en 1934. Ça, c'est la première couche d'étanchéité, ça, c'est la deuxième couche d'étanchéité. Alors, si je comprends bien, le problème, c'est que sur l'étanchéité elle-même, on a la vie technique, puisqu'on a la membrane. Oui. Alors, c'est quoi la réserve du bureau de contrôle? La réserve du bureau de contrôle est sur la compressibilité. C'est-à-dire que si jamais on marche dessus, il a peur que les rivets fassent sauter ou percent l'étanchéité. Alors, est-ce que sur les parties verticales, on a l'accord du bureau de contrôle? Voilà. Non. Et pourquoi on ne marche pas dessus? La compressibilité, c'est qu'est-ce qu'on en a foutu? La principale source de dégradation pour l'appartement, c'est tout ce qui est problème d'étanchéité, infiltration, humidité, dégradation des enduits et des murs. Le dessus, on l'isole? Non, on peut isoler parce qu'en isolant, on protège des chocs, on protège de beaucoup de choses. Donc on isole, mais il faut trouver moins d'épaisseur. On n'est pas obligé d'en mettre 6 cm, qui va faire que les angles vont être horribles, que tout va être un problème, quoi. On va protéger ce bâtiment pour longtemps si on fait quelque chose de sérieux. Bénédicte, ils n'ont jamais refait une couche de béton dessus. La maçonnerie, qu'on sache, non, on n'a jamais... Parce qu'il y a il semble y avoir une autre couche de fibre, un truc fibré, quoi. Sous ça. Voilà, là, il y a la trame, tu vois. Et alors, ça serait Il y a pas la intéressant de fibre, mais faire il y a une analyse ici, peut-être? Oui. Là, en fait, on voit. En tout cas, là, on le voit, donc... Oui. Mais on n'a pas vu ça du tout en microscopie de l'autre côté. Non, pas du tout. C'est peut-être ce qu'avait mis le Corbusier au début. Il avait mis une pellicule, un truc breveté, un tissu. Mais qu'on voit là, ici aussi. Là. Ouais, c'est peut-être ça. C'est un tissu? C'est une espèce de tissu, oui. En guise de chape. En guise d'étanchéité. Oui, d'étanchéité, au fait. D'étanchéité sous la chape? Sous la chape. Mais peut-être qu'il a mis la chape après, donc du coup, à un autre moment de sa vie. Donc là, c'est peut-être... En fait, il essaye de résoudre À ce chaque problème fois, d'isolation et d'étanchéité et il cherche des solutions, mais après exactement, et nous le transmet. Comme dans son appartement à l'intérieur, il a effectivement modifié pas mal de choses. Est-ce qu'éventuellement, à l'extérieur, il aurait aussi On sait que cette démarche aussi? Oui, on sait que de 30 à 60, à chaque fois, il changeait quelque chose dans l'étanchéité, il essayait un nouveau truc. Oui. Uniquement à l'intérieur de l'appart. L'aspect le plus saisissant quand on entre dans l'appartement, c'est ces deux voûtes-là, qui correspondent à deux fonctions différentes. La voûte côté Boulogne, qui délimite la partie habitation de Le Corbusier, donc la salle à manger, la chambre et la cuisine. Et la voûte côté atelier, qui justement délimite la partie travail de Le Corbusier. Ces voûtes sont une astuce de Le Corbusier pour pouvoir construire ces 2 étages au-dessus de l'immeuble Molitor. Pour installer son appartement, plus une chambre d'amis avec une terrasse, une sortie en terrasse, un jardin.
il est obligé, pour les problèmes de façade sur rue de la ville de Boulogne, de la ville de Paris, de se cacher, de rentrer. Donc il y a ces courbes qui sont dessinées on les retrouve dans les plans de Le Corbusier. Donc déjà, il y a cette idée. C'est une contrainte qu'il a su transformer en véritable atout spatial, disons. Généralement, quand on voit ces voûtes-là, on se dit « Waouh, c'est magnifique, c'est des voûtes dans Paris, en béton. » Mais alors que, en fait, c'est inspiré ça vient de là. Un mur qui est peut-être la chose la plus intéressante de cette découverte des couleurs, c'est le mur de la salle à manger qui était devenu blanc. Et là, tu vois, devant la salle à manger, devant la table, tu as ce mur. D'un côté, derrière la table, tu as des tableaux, toujours un tableau de Le Corbusier, et de l'autre côté, tu as un grand mur brun. C'est magnifique comme aspect, comme impression. Et c'était devenu blanc dans les années 70. Encore un peu de noir, je pense. Ouais, faut foncer encore un peu. Du rouge, c'est pas mal, mais le noir... Je vais remettre un peu de 41. Qui était la teinte de départ. Ouais. C'est une des grandes découvertes qu'on a faites lors de des études déjà, parce qu'on s'est rendu compte en regardant toute l'iconographie des années 60 que ce mur était effectivement ce brun foncé, rouge, et qu'on avait complètement perdu. On s'en rappelait pas. Et c'est vrai qu'en reprenant les images noir et blanc des années 30 et même des images couleurs, des portraits de Le Corbusier en 60, ce mur, effectivement, est resté, c'est le seul qui n'a jamais changé de couleur. Il est resté toujours de la même couleur. Donc on s'est dit que c'était nécessairement quelque chose de très important. On ne décore pas. On apporte de l'âme, on anime un contenant qui est un logis par le miracle de la couleur. Quand parfois vous avez des éléments gênants, eh bien vous pouvez, par la polychromie, en jouer, les mettre soit en valeur, soit les écraser d'une chiquenaude ou d'un violent coup de poing. Vous les peindrez de sombre ou d'éclatant, n'est-ce pas? Et vous allez attirer l'œil comme un vrai prestidigitateur ou comme un grand comédien, là où vous avez envie de le conduire. Si bien que le visiteur, l'habitant, sera lui-même étonné de voir combien il a de liberté dans une chose qui est en somme très comprimée, son logis. Ça, c'est le 2, ouais, et ça, c'est le même, mais avec du rouge. Alors, il n'y a pas une terre d'ombre brûlée. Déjà, on est plus proche, Faites voir. Trop clair. Mais là, on est sur cette teinte de brun. C'est la Ah ouais, mais... terre d'ombre brûlée. C'est celui-là, c'est sur celui-là qu'on s'était basé, mais il me semble qu'il y en a des un peu plus foncés. La couleur n'est pas employée comme une décoration. La couleur a une fonction en tant que telle par rapport au volume, par rapport à ce qu'elle produit dans sa disposition spatiale. Il faut le faire plus saturé. Voilà. Parce qu'en plus... C'est-à-dire que celui-là, il est un peu trop rouge, quoi. Oui, exactement. Ouais. Il n'est pas assez noir. Ouais. Il manque un peu de noir, quoi. Ok. Puis en lumière blanche, peut-être. Je dirais un peu plus jaune. Ouais. On voit que ça a évolué au cours du temps. On voit le changement de gamme de couleurs. On passe de choses assez terrestres à des couleurs beaucoup plus vives, aux couleurs primaires, au rouge, au jaune vif, au bleu outre-mer, au vert phthalo dans les années 50. En 65, on va radoucir la palette, on va retourner sur des choses un peu plus blanches. Tu as toujours des couleurs. Même le blanc qu'on retrouve, c'est un blanc cassé parce qu'il y a de l'huile dedans et donc ça jaunit avec le temps. C'est jamais
Tu vois, les façades extérieures sont peintes avec un blanc crème, tu as un mur bleu, un mur rouge. Il n'y a jamais cette idée de blanc partout. Je pense qu'elle n'a jamais été bougée depuis, déjà du vivant de Le Corbusier, puis de toute façon depuis 65, que personne ne l'a jamais touchée. Comment c'est fixé le tout? On arrive à comprendre ou... Justement, on peut qu'émettre des hypothèses. Et une des hypothèses, c'est qu'il y a une sorte de goujonnage, d'éléments dans lequel vient s'imbriquer la plaque, et puis qui pourrait avoir été scellé de manière supplémentaire avec un mastic, typiquement. D'accord. Ok. Bon, mais on vous laisse surélever, comme ça on verra un peu plus de détails. Ouais. Je sais pas. Stop. Comme ça, voilà, exactement. Comme ça, et je descends plus doucement, faites pas vos doigts. Encore un peu, nickel. Encore un tout petit peu, tu peux. Ça pose pas? Moi non, j'ai 5. Bon. Moi j'ai 5000. Moi aussi, c'est pas bien. Alors attends, je relève. Ok. Là, on pose. Là, on pose partout. Au fait, ce qui se passe, c'est que c'est au-dessus des pieds. On avait vu qu'il y avait un tapis que Le Corbusier avait fait faire exprès pour cacher probablement aussi ses pieds en tulipe. Après le décès de Le Corbusier, le tapis a disparu. Probablement, il a été jeté parce que trop abîmé ou autre. Et du coup, ses pieds commencent à être... on nettoie au jet d'eau, on passe à la serpillière. Donc, la rouille se met en place. Et du coup, effectivement, il y avait des taches sur le sol, sur le carrelage. Et lors de cette restauration, d'abord, on ne savait pas si le plateau en marbre était fixé au pied. Et puis, comment nettoyer en dessous. Donc, on a essayé, on a soulevé pour voir comment c'était en dessous. Du coup, on a pu nettoyer le sol. Et du coup, on a découvert aussi des saletés sous le plateau en marbre. Mais c'était des découvertes. On ne savait pas vraiment comment était fixé le plateau. La restauration est toujours aussi l'occasion de comprendre des choses non seulement du fonctionnement, mais de la mise en œuvre et de comment ça a été construit. on commence par retirer les gros amadouilles au scalpel. Ouais, je pense que c'est pas la peine de commencer directement chimiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à prendre le temps et de traiter tous les matériaux de façon différente. Tu vois, de ne pas arriver, de dire, bon voilà, il faut restaurer, il faut nettoyer, il faut faire, on enlève les enduits, on refait, mais de prendre le temps à chaque fois pour voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est à chaque fois vraiment quelque chose qu'on découvre. Ça peut paraître énorme, mais on peut passer une demi-heure pour dégager 1 cm² de peinture, ou même parfois 3/4 d'heure. Il faut évidemment être patient, c'est ce que tout le monde nous dit, en tout cas, quand on nous voit travailler. Mais en même temps, c'est comme un procédé de méditation, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut rentrer, il faut être concentré, il faut rentrer dans son travail. Il ne s'agit pas complètement d'oublier le temps, mais il s'agit de prendre le temps pour avoir le meilleur résultat possible. Donc ça part bien. Là, je suis en train de faire des tests chimiques. Parce que là, il va falloir vraiment extraire la rouille qui a pénétré dans les porosités. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le problème à chaque fois, c'est que la rouille, elle est composée d'oxydes qui, parfois, sont très peu solubles. Et donc, il faut les rendre plus solubles en travaillant à des pH qui sont un peu plus acides.
On y va progressivement parce que justement il y a un risque d'altération aussi du carreau. Donc il faut trouver le bon compromis afin de solubiliser la rouille mais de préserver le carreau. Donc voilà. L'idée qu'on conserve les matériaux d'origine, même si c'est abîmé, tant pis, c'est le matériau d'origine, il faut le conserver. C'est pas toujours évident avec les architectes, avec les entreprises. Donc là aussi, c'est important l'aide des restaurateurs qui arrivent à comprendre cette démarche. La restitution, c'est une interprétation à un moment donné, avec le plus d'informations possible. On est le plus scientifique possible. On essaye d'interroger et de tirer le maximum de toute la documentation qu'on a. Mais il reste toujours des zones d'ombre assez importantes, où il reste toujours des incertitudes, il reste toujours des choses qu'on n'a pas pu comprendre aussi. La planche, il y en a deux. Elles sont vissées au tasseau comme ça. C'est les vis que j'avais tirées. Ça, c'est fixé avec. Donc ça va en prolongation. Donc le meuble, il est appuyé dessus. Donc si on enlève ça, on est obligé d'enlever ça. Donc l'idée est de toujours conserver l'original pour qu'on puisse y revenir. Et dans 20 ans, dans 30 ans, avec les moyens qui seront disponibles à ce moment-là, pouvoir compléter la connaissance qu'on a de l'œuvre. Donc ça demande une certaine humilité et ça demande de bien comprendre qu'on est historiquement situé et qu'on est toujours interprétatif. En fait. Donc techniquement, ça implique aussi des choses. Donc un des principes de la restauration, un des grands principes, c'est la réversibilité, c'est-à-dire utiliser des matériaux. Par exemple, pour protéger les sondages, je vais poser un petit vernis dessus qui pourra être enlevé sans modifier ou sans altérer les couches de peinture. Pour toutes les disciplines en restauration, que ce soit effectivement le métal, le bois. Tous les restaurateurs qui ont travaillé ici ont la même déontologie. Je vais préparer les morceaux qui nous manquent. Ouais, attention. Voilà. Tu peux reculer encore? Ouais. Voilà. Au sol aussi, qui... C'est un objet incroyable. Elle a un peu du mal. Il y a toujours une conception de l'espace et de l'économie de l'espace, de la fonctionnalité qui fait que voilà, il a cette idée de accrocher sa penderie. Et puis la penderie, là aussi, c'est pas que tu as des éléments où tu mets les chemises, tu as des espaces où tu mets les chaussettes, les chaussures, où tu peux effectivement mettre les vestes, etc. Donc c'est assez étonnant. Tu as plein de mécanismes pour utiliser tout l'espace possible et que ça soit le plus fonctionnel possible. Il y a toujours cette idée de confort, de changer la qualité de vie du plus grand nombre. Là, en l'occurrence, c'est son appartement, donc c'est pour lui. Donc je pense que c'est encore plus ce qui lui correspond. Beaucoup de personnes ont l'impression que cet espace est très simple, il n'y a pas de... Tu vois, c'est un peu froid, un peu... Après, quand tu vois ces éléments, c'est assez exceptionnel quand même. Il y a toujours de la couleur, il y a toujours des éléments arrondis, et puis il y a cette conception de l'espace de vie confortable, adapté à une vie moderne.
C'est un architecte, oui, qui essaye de réinventer l'architecture, hein, clairement. Réinventer aussi la manière de vivre. Il pense tenir une réponse qui est une réponse standard, qui pourrait devenir une généralité, la norme. La vie au niveau des toitures, ça devrait être ça. Ce sont des terrasses, c'est de la végétation, ce sont des volumes différents. C'est un monde qui a à voir plutôt avec le ciel qu'avec ce qui se passe en dessous, quoi. Donc voilà, il essaye d'être extrêmement démonstratif. Toujours dans cette idée utopique, évidemment, de l'amélioration de la vie de l'homme sur Terre. Hein. Pour Le Corbusier, c'était vraiment le fait d'expérimenter quelque chose que lui, il théorisait pour les autres. La lumière, les grandes fenêtres, une terrasse avec un espace jardin en toiture pour lui. Je pense que c'était des choses qu'il réalisait dans ses projets. Et du coup, ici, il peut vraiment appliquer ce qu'il théorise et il réalise pour d'autres. Moi, la chose qui m'a, disons, le plus surpris aussi, c'est le lit qui a une échelle assez bizarre, disons. Mais en fait, c'est que ça permet à cet auteur-là d'avoir une vue sur l'ensemble de Boulogne, depuis tout le pont Vitry qu'il a juste en face. Enfin, c'est quand même très bien trouvé. Ce lieu qui est l'endroit où on peut approcher Le Corbusier dans son intimité est finalement un lieu assez peu connu. Il me semble qu'on a là affaire à quelque chose d'éminemment aimable, d'éminemment astucieux, quelque chose de très loin du personnage dogmatique dans lequel il est souvent enfermé.